va pouvoir partager des documents jusqu'à 2 gigas, avec un volume jusqu'à 2 gigas, ce qui va dans le sens, d'après WhatsApp, du travail collaboratif. Spotify, le logiciel de podcast, de musique, etc., qui va désormais intégrer la possibilité pour des auteurs de contenu, donc pour les podcasteurs, d'intégrer des morceaux vidéo. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. La revue de la presse technologique, après 2 semaines d'interruption, eh bien voilà, c'est le moment de retrouver David Schiffers pour des nouveautés techniques et technologiques comme on les aime. David Schiffers, bonjour. Bonjour Cathy, ravi de te retrouver. Pareillement, on va commencer avec une nouvelle qui risque d'intéresser des millions d'utilisateurs puisqu'il s'agit de WhatsApp. Il y a du nouveau, ça bouge dans cette communauté très prisée par les utilisateurs. Oui, effectivement, plusieurs nouveautés annoncées sur WhatsApp. WhatsApp qui ne se retient plus. Alors, il y a un nouveau concept qui arrive sur WhatsApp, c'est le concept des communautés. Des communautés, en fait, c'est des ensembles de groupes ou de personnes qu'on va pouvoir classer dans des communautés pour gérer plus facilement les flux d'informations, etc. Pour gérer plus facilement ces groupes, on va dire. Ces groupes et ces personnes également. Vous mettez tout ce que vous voulez dans des communautés. Par exemple, si vous avez une communauté qui parle de politique, de bien-être, de voisinage, etc. Vous mettez tout le monde dans une communauté et voilà, ça vous permet d'avoir un coup d'œil rapide sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Ok, au lieu d'avoir 20 ou 30 groupes, si on a 10 qui parlent à peu près de la même chose, ça fait que... Vous les communautarisez. Voilà, c'est pas mal. Ok, alors ensuite, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est le fait de pouvoir quitter les groupes. Parfois, on est abonné à des groupes, oui. On voudrait les quitter sans faire trop de vagues, trop de bruit. Est-ce que ça devient possible ? Oui. Alors, ça fait partie des nouveautés. Donc, on va pouvoir quitter discrètement un groupe. Aujourd'hui, le fait de quitter un groupe, ça met un message, un tel a quitté le groupe. Ouais, ça s'affiche. Ça s'affiche tout de suite et ça a une connotation. Voilà, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. D'autres nouveautés également. On va pouvoir désormais envoyer. Plus discret maintenant ? Ah oui, plus discret. On va pouvoir quitter un groupe sans qu'il y ait de notification. Donc, voilà. C'est pas mal. Oui, c'est plutôt sympa. C'est une nouveauté intéressante. D'accord. Il y en a d'autres ? Oui, on va pouvoir partager des documents jusqu'à 2 gigas, avec un volume jusqu'à 2 gigas, ce qui va dans le sens, d'après WhatsApp, du travail collaboratif. Donc on va pouvoir travailler ensemble sur des gros fichiers qui vont jusqu'à 2 gigas. C'est quand même beaucoup, 2 gigas pour des fichiers. Donc WhatsApp se professionnalise, devient un outil professionnel, enfin en tout cas a vocation d'intégrer un peu le marché du travail, des travailleurs. Et autre nouveauté, on pourra, pour les admins des groupes, ils pourront désormais supprimer des messages des membres du groupe, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Ils devaient demander à l'auteur des messages de les supprimer. Ça, c'est pour les nouveautés WhatsApp. On a également... Donc ça s'apparente vraiment à un réseau social, on va dire, plus classique. Voilà, on peut faire les mêmes actions que sur n'importe quel autre réseau. Oui, mais c'est même plus qu'un réseau social, parce que ça devient vraiment un outil, voire un outil professionnel. Donc ça prend de plus en plus d'ampleur. Voilà, on ne connaît pas beaucoup de téléphones qui n'ont pas de WhatsApp, et ça devient un outil vraiment extrêmement important. Effectivement, j'allais en venir à propos d'une autre news des réseaux sociaux, c'est Spotify, le logiciel de podcast, de musique, etc., qui va désormais intégrer la possibilité pour des auteurs de contenu, donc pour les podcasteurs, d'intégrer des morceaux vidéo dans leur podcast. Ça. C'était déjà possible pour certains utilisateurs premium qui avaient ce privilège exceptionnel de pouvoir intégrer des vidéos dans leur podcast. Et c'est via la société Riverside, une société israélienne qui a été fondée il y a 2 ans par 2 Néerlandais qui ont immigré en Israël, qui ont monté cette société qui permet en fait de faire des vidéos de manière très simple, mais de qualité professionnelle. Donc des vidéos 4K, c'est des solutions qui sont notamment utilisées par des grands journaux, éditeurs de contenu, qui utilisent cette solution de Riverside,
qui va être donc intégré dans Spotify pour le bonheur des podcasteurs ça, c'est sûr. et des consommateurs de podcasts. Bon, très bonne nouvelle ce matin pour les accros des réseaux. Voilà, la vie va être simplifiée. Alors maintenant, une autre nouvelle par rapport à ce qu'il se passe dans les grandes, on va dire, grandes conférences, dans les, voilà, ou lorsqu'on utilise des vidéoconférences. Alors, Oui. il paraîtrait qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et surtout à ce qu'on dit. Oui. Alors, on le savait, notamment pour les caméras. Vous savez, il y a maintenant, dans certains ordinateurs portables qui ont une caméra intégrée, vous avez un petit cache mécanique, donc en plastique, qui permet de cacher la caméra physiquement, parce que on ne sait jamais, des fois, si quelqu'un prend le contrôle de l'ordinateur, il pourrait utiliser la caméra à votre insu, ce qui est déjà arrivé. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les microphones. Lorsque vous utilisez le micro dans une conférence, par exemple dans une conférence Zoom, Meet ou autre, et que vous coupez le micro dans l'outil de conférence, parfois, en fait, le micro n'est pas coupé. C'est juste que... Même sur Zoom, c'est la même chose. Parfois, on coupe le micro, mais... Vous coupez le micro, mais en fait, le micro n'est pas du tout coupé. C'est-à-dire que Zoom continue à enregistrer votre voix. Par contre, les membres, les personnes qui assistent à la conférence n'entendent pas ce que vous dites. Mais c'est enregistré chez Zoom. Enfin, je dis Zoom, mais chez le fournisseur de la solution de vidéoconférence. Ce qui fait qu'on ne sait pas ce que cette société peut faire avec ces enregistrements. Ça pourrait être dangereux. Donc, faites attention. Si vous utilisez un micro, une caméra, toute chose qui communique des données vers l'extérieur, ayez toujours un moyen de couper le micro de votre côté. Pas de demander au logiciel de couper votre micro, mais de couper de votre côté, c'est-à-dire dans les fonctions. Dans les fonctions de Alors, quoi ? dans les fonctions de système, dans les fonctions de l'ordinateur, vous coupez le micro. Alors, c'est un peu difficile de le faire physiquement parce que vous n'allez pas avoir un bouton couper le micro sur votre ordinateur. Surtout si on veut rester discret, continuer à être en ligne. Oui. Parfois, si vous avez un micro-casque sur lequel il y a un bouton pour couper le micro, c'est parfait. Et puis, si vous ne l'avez pas, il faut rentrer dans les fonctions du système pour couper le micro. Entre parenthèses, c'est des chercheurs américains qui ont découvert cette problématique parce qu'ils avaient notamment un de ces chercheurs, lors d'une conférence, il avait coupé son micro, il voyait que le micro continuait à fonctionner sur l'ordinateur, donc il s'est dit, tiens, est-ce que le micro continue à envoyer des données ? Il a vérifié et effectivement, le micro continue à envoyer les données vers la conférence alors qu'il était coupé. Bon, alors en tout cas, on est prévenu. Voilà. Un homme averti en vaut deux, donc il faudra faire cachez attention. Vos micros, ou alors cachez faire vos attention caméras. à ce qu'on dit tout simplement en off, c'est tout, ce sera déjà une sécurité. Alors on va continuer avec une nouvelle concernant le marché des NFT. On en a beaucoup parlé, c'est le dernier trend, franchement ça s'échange à des millions de dollars parfois. Donc où en est-on sur ce marché des NFT ? Est-ce qu'il va y avoir une régulation ? Parce que ça paraît être du grand n'importe quoi. Alors une régulation, il faudrait qu'il y ait une autorité de régulation qui s'en mêle, et pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Par contre, il y a un coup de froid qui a vraiment soufflé ces derniers temps sur le marché des NFT, avec une image qui montre, qui est vraiment caricaturale de ce refroidissement du marché du NFT. Il y a quelque temps, un investisseur iranien avait acheté le NFT du premier tweet qui avait été diffusé. C'est une capture d'écran, en gros. C'est vraiment le tweet lui-même. C'est-à-dire c'est la signature électronique du tweet lui-même, l'authentique tweet. Okay. Donc la propriété de l'authentique tweet, alors vous pouvez faire une copie d'écran, vous pouvez faire une copie de mais la signature électronique de ce tweet qui est authentifié par la blockchain, donc c'est ce qu'on appelle un NFT, un non-fungible token, donc c'est un token qui n'est pas reproductible, qui n'est pas duplicable, il est unique. Il avait été acheté à la valeur de 2,6 millions de dollars. Et c'était un tweet de Jack Dorsey. Jack Dorsey, le premier tweet, le fondateur de Twitter, le premier tweet, il a été acheté à cette valeur-là. L'acheteur a remis ce tweet en vente en espérant y toucher à peu près 46 millions
ou 42 millions, je ne me souviens plus, de dollars. Il a mis sur la plateforme OpenSea, qui est une plateforme d'échange de NFT, et il a mis en vente aux enchères. Il a eu 6 offres qui variaient entre 9 et 280 dollars. Pas millions de dollars. Donc autant dire que grosse déception. Et visiblement le marché est vraiment très refroidi. L'investisseur a annoncé finalement il ne vendait pas le tweet, il attendait une meilleure occasion. On le comprend bien, il n'a pas envie de perdre 2,6 millions de dollars en un claquement de doigts. Mais voilà, je pense que c'est significatif du marché qui subit un gros refroidissement après cette effervescence extraordinaire qu'il y a eu avec les ventes de NFT, un peu n'importe quel NFT, avec des images de singes qui font des grimaces, etc. Il y a eu vraiment ça n'avait aucun sens, mais ça avait un sens de la technologie qui était derrière, des capacités qu'on peut faire avec. C'était démesuré. Les offres Tout à fait. Complètement démesurées. Tout à fait. Bon, alors apparemment, c'est en train de changer. Attention, si vous comptiez investir là-dedans, voilà, faites vraiment, vraiment gaffe, quoi. Donc, on va continuer avec une faille chez Lenovo. Lenovo, oui. Lenovo, pardon. Voilà, des millions d'ordinateurs livrés avec une faille. Ça paraît incroyable. Oui. Alors, en fait, ça fait des années que Lenovo livre des ordinateurs de plusieurs gammes, d'une centaine de gammes, dans lesquelles il y a une énorme faille qui permet d'accéder à l'ordinateur à distance. Alors, pas au système, mais plus grave que ça, à la couche basse, c'est-à-dire à la carte mère elle-même du système, et d'écrire dedans des choses. Pourquoi ils ont fait ça ? Apparemment, c'est un oubli. C'est-à-dire qu'ils avaient fait ces failles-là pour permettre l'installation par leur usine des programmes de base qui sont nécessaires au fonctionnement vraiment basique du système, ce qu'on appelle l'UEFI, anciennement le BIOS, c'est-à-dire le mécanisme qui se déclenche avant que Windows arrive. Donc le truc, l'écran bleu ou noir sur lequel il y a marqué Lenovo, et marqué appuyer sur échappe pour rentrer dans la configuration. Ce truc-là, ça s'appelle l'UEFI, et c'est ce qui permet de déclencher l'ordinateur. Et ça avait une porte dérobée, enfin même plusieurs portes dérobées, qui permettaient à Lenovo d'installer ces ordinateurs, et ils ont oublié de les fermer avant de livrer. Est-ce qu'il y a des correctifs de disponibles ? Oui, il y a des correctifs de disponibles. Il faut savoir que cette faille a été découverte en octobre dernier. Un mois après, Lenovo a reconnu le problème et a proposé des correctifs. Aujourd'hui, c'est vraiment de notoriété publique. On ne sait pas si cette faille a été exploitée plus ou moins. L'extrême dangerosité de cette faille, c'est que si elle est exploitée, on peut quasiment rien faire pour la supprimer parce que on n'a pas accès à l'UEFI, à cette mémoire-là de l'ordinateur. On ne peut pas la corriger, la réinstaller, la formater. C'est au-delà du système, donc c'est extrêmement dangereux. Et voilà, donc ça a fait vraiment sensation dans le monde de la cybersécurité. Donc si vous avez un ordinateur Lenovo, appliquez d'urgence ces correctifs. On peut aller voir quelqu'un si on ne sait pas vraiment comment faire, j'imagine. C'est pas très compliqué, il suffit d'appliquer les correctifs de chez Lenovo. Si vous avez un ordinateur Lenovo, en général, il vous propose tout seul d'appliquer les correctifs. Okay. De manière générale, je recommande toujours tous les correctifs de sécurité, il faut les installer de n'importe quel éditeur. S'il y a des correctifs de sécurité, on les installe systématiquement et automatiquement. Bon, alors en tout cas, on était ravis, David Schiffers, de faire un petit tour des nouvelles concernant la technologie. Oui, alors on a dû faire un condensé parce qu'il y avait énormément de choses à dire et on a dû faire l'impasse sur beaucoup de nouveautés. Voilà. Bon, c'est pas grave, on en parlera bien sûr la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Cathy. On se retrouve dès lundi. Ciao. Au revoir. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.